Donc, est-ce que vous voyez bien mon écran? Ouais, c'est bon pour vous? Parfait. Voilà. Alors, je ne sais jamais où mettre la barre pour pas vous bloquer. Moi, déjà, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Et donc, merci aux organisateurs, effectivement, du Forum Biotechno. Et donc, voilà, ce que je vous propose dans le cadre de ce séminaire, c'est effectivement de comment développer sa confiance en soi. Donc, pour me présenter rapidement, je suis, tout comme vous, issue du monde du laboratoire. Je suis passionnée d'humain et donc j'accompagne des personnes dans leur évolution professionnelle, prise de poste, reconversion. Et je fais un gros focus, effectivement, comme l'a dit Lies, sur tout ce qui est intelligence émotionnelle, où on va venir vraiment se connecter à cette intelligence pour être, je dirais, au mieux de sa forme, justement par rapport à ces candidatures-là. L'enjeu effectivement d'aujourd'hui, et puis la première chose sur laquelle je voulais revenir, c'était vraiment la définition de la confiance en soi, parce qu'on est d'accord que c'est une notion qui est quand même assez subjective en fonction des croyances de chacun. Si je vous dis se sentir bien dans ses baskets, c'est un trait de caractère qui va être très visible pour certains et qui va être un peu plus discret pour d'autres. Du coup, c'est pas une qualité qui est forcément innée. Et la bonne nouvelle, c'est que ça se développe en fait et que ça fait partie des qualités qui sont importantes à avoir. Parce que certes, vous êtes tous et toutes futurs diplômés ou déjà diplômés, donc les diplômes et les compétences sont importantes au sein des entreprises. Mais le nouvel enjeu par rapport à ces recrutements, c'est aussi toute cette partie soft skill, donc savoir-être, comme la gestion du stress, le travail en équipe et notamment la confiance en soi, sur laquelle vous allez être évalué. Euh, je voulais revenir sur la définition effectivement de la confiance en soi qui est donnée par le psychologue Albert Bandura, en fait, qui définit plus comme une efficacité personnelle, en fait. C'est plus une capacité à réussir dans des situations qui sont spécifiques. Selon lui, c'est plutôt la manière dont on aborde les tâches difficiles plutôt qu'en fait de les éviter. Et en gros, l'idée, ça va être effectivement de revenir sur à quoi sert-elle cette fameuse confiance en soi et comment est-ce qu'on la développe. La première chose que je vais vous inviter à faire, et ça va être le but effectivement des petits outils, des petits tips que je vais vous partager, c'est de travailler sur la pensée positive. Plus vous allez être en capacité de vous concentrer sur vos réussites, sur vos talents, sur vos ressources, plus en fait vous allez changer ce fameux état vibratoire pour, je dirais, dégager cette confiance en vous. Comment faire? Notamment en utilisant tout ce qui est autour de la visualisation. Parce qu'en fait, la visualisation, c'est cette capacité mentale en fait, à représenter un objet, un son, une situation, où en fait, on va venir recréer cette émotion et cette vibration intérieure par rapport à cette visualisation. Au même titre, en fait, le corps va se remettre dans la même situation que le déjà existant. Et donc, ça va consister effectivement à venir améliorer votre bien-être, à faire baisser votre anxiété. En fait, c'est prouvé au niveau des neurosciences que le cerveau ne distingue pas entre la réalité et l'imaginaire. Et donc, on vient créer ce biais, en fait, au niveau du cerveau où on se voit effectivement dans des situations de réussite, encore une fois. Euh, je pense que vous avez toutes et tous déjà observé voilà, des grands sportifs quand vous regardez les rencontres qui sont effectivement très concentrées, le coureur qui va revisualiser sa course, son schéma, comment je prends le virage, ainsi de suite. Mais en fait, c'est ça qu'ils sont en train de faire véritablement. De par la visualisation, ils sont déjà en train de courir. L'autre chose qui est intéressante aussi à aller solliciter par rapport à ce déploiement de la confiance en soi, c'est l'effet Pygmalion. Donc, c'est une étude qui est issue de Rosenthal et Jacobson. En fait, on l'appelle également prophétie autoréalisatrice. Donc, en fait, on va venir se conditionner soi-même ou par le biais d'autres à la réussite de son projet, ou en tout cas de sa prise de poste ou de son entretien d'embauche. Encore une fois, plus on va croire en ce qu'on va réussir, à ce qu'on va y arriver,
plus effectivement on a de chances de se mettre en mouvement et de réussir. Je vais partager avec vous, puisque j'ai la chance d'être entourée de scientifiques, cette expérience qui avait été faite par Rosenthal au sein de 2 groupes d'étudiants avec des rats de laboratoire sur leur capacité à résoudre un labyrinthe. Sur le premier groupe, Jacobson dit aux étudiants: «Vous allez avoir des rats qui sont très intelligents, vous allez voir». Sur le deuxième groupe, ce sont des rats dits bêtes. OK. Sachant que, on est d'accord, il n'y avait ni de rats intelligents ni de rats bêtes. Mais ils sont venus aller étudier sur finalement le premier groupe des étudiants qui avaient les rats dits intelligents étaient hyper promoteurs, ils les encourageaient, ils étaient dans le supportif par rapport à l'activité de ces rongeurs, quand le deuxième groupe était plutôt défaitiste en disant: «De toute façon, on a déjà les rats bêtes, donc bon, ça ne sert pas à grand-chose de se battre là-dessus». Eh bien, vous le croirez ou pas, donc allez voir les sources, mais que les résultats de ce groupe de rats intelligents a donné des bien meilleurs résultats que le groupe des rats dits bêtes. Donc voilà, en tout cas, c'est intéressant à savoir. L'autre chose encore, c'est sa posture. Typiquement, la posture va jouer un rôle fondamental dans la confiance en soi. Si je commence à vous parler comme ça, d'une petite voix, les yeux un petit peu baissés, vous allez plutôt associer ça à un manque de confiance, à de la timidité, ou je n'ose pas. Alors que plus vous allez vous conditionner, donc en vous mettant sur vos 2 pieds bien droits, les mains sur les hanches, en ouverture, ce fameux centimètre en fait qu'on va venir ouvrir en reculant les épaules, plus vous allez vous ancrer en fait dans de l'assurance, dans de la confiance en soi. Et ce que je vais vous inviter à faire, c'est qu'à chaque fois que vous avez des petits moments de doute, c'est de prendre cette posture et de la garder pendant 2 minutes. Parce qu'en fait, cette posture, elle induit fondamentalement au niveau de notre métabolisme. Et le fait de changer son état d'esprit, on va venir aussi changer notre taux d'hormones et donc la confiance en soi. Parce qu'on va venir augmenter la dopamine, qui est l'hormone effectivement de satisfaction. On va venir augmenter les endorphines, qui est l'hormone du bonheur, l'épinéphrine, l'hormone de l'action, encore la sérotonine, l'hormone du bien-être. Donc exercez-vous, encore une fois, cette posture de Superman ou de Wonder Woman pour venir vraiment imprégner et vous ancrer par rapport à ce comportement-là. Un autre point qui est très important, c'est de vous entourer des bonnes personnes. Je vous partage cette citation qui dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. En soi, c'est pas absurde de se dire effectivement qu'on est influencé, que ce soit nos comportements, nos émotions ou encore nos actions, elles vont être impactées et influencées d'une manière ou d'une autre par les personnes qui nous entourent, par les personnes qui nous ont, éduqués, par nos parents, par nos amis, par nos collègues. Et donc l'idée, encore une fois, c'est d'aller chercher le bénéfice de cet entourage, d'aller s'entourer de personnes qui vont être inspirantes, qui vont être positives, qui vont être supportives, encore une fois, pour alimenter cette confiance en soi via l'effet Pygmalion que je vous ai présenté, qui vont être là pour vous soutenir en cas de difficulté. Et donc, plus vous allez effectivement vous entourer des bonnes personnes qui vont être en lien aussi avec vos valeurs, plus vous allez déployer encore une fois cette confiance en vous. L'autre chose, c'est de célébrer. Célébrer, célébrer, célébrer. On n'a pas tous la même capacité au bonheur, on n'a pas les mêmes prédispositions génétiques. Alors là, je vous invite à aller vous documenter sur la longueur du gène 5-HTT par rapport à cette prédisposition génétique, par rapport à cette notion, à cette notion de bonheur où en fait, il est plus simple de valoriser, de développer ses qualités, plutôt que d'essayer de changer ses points faibles ou ce qu'on va appeler plus simplement ses défauts. Plus vous allez vous compléter, enrichir ces qualités-là et les célébrer, plus vous allez encore une fois développer cette confiance en vous. Ce qui est intéressant et c'est parce que c'est pas toujours simple effectivement quand on a eu une journée un peu compliquée, qu'on a envoyé, plein de candidatures, qu'on n'a pas de retour ou qu'il se passe rien, bah, c'est de faire ces pauses en fin de journée et de se dire: «OK, qu'est-ce qui s'est quand même bien passé?» et faire l'extrait effectivement des choses qui se sont bien passées. Et là, j'aime beaucoup, l'auteure, Florence Servan-Schreiber qui nous invite à noter sur un petit carnet les 3 kiffs par jour. OK, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc vous allez, voir finalement dans quelle énergie ça va vous mettre de vous remémorer ces bons moments.
L'autre chose également que je voulais partager avec vous par rapport à cette notion de confiance en soi et qui est importante, c'est de se définir des objectifs, mais des objectifs SMART. Je rebalaye rapidement parce que je pense que pour la plupart, vous connaissez effectivement cette notion d'objectif SMART. Donc, qui soit effectivement spécifique, donc qui vous soit propre, mesurable, avec des indicateurs de réussite, atteignable, sans être non plus irréaliste. Et là, ça m'entraîne effectivement sur le R de réaliste. Et surtout qu'ils aient une temporalité. Parce que finalement, c'est toujours intéressant d'avoir un gros objectif, mais plus vous allez le diviser en sous-objectifs, plus vous allez pouvoir célébrer. Dixit, la page d'avant, en fait. Plus vous allez entretenir cette énergie, plus vous allez être en capacité de célébrer et puis d'avancer par rapport à cet objectif. On est d'accord que quelqu'un qui dit demain, j'ai envie de faire l'Himalaya, il ne va pas y aller d'une traite. Donc, il va passer par plein de petites réussites. L'autre chose encore, c'est ce que je vais vous inviter à faire, c'est surtout de passer à l'action, en fait. C'est d'oser. De ne pas vous mettre de frein pour justement entretenir ce développement de la confiance en soi. Puisque si vous faites tous les jours quelque chose de nouveau, tous les jours, vous... Alors, je n'aime pas forcément le terme sortir de sa zone de confort, mais élargir sa zone de confort, parce que ce n'est pas toujours confortable de sortir, mais de l'élargir. Plus en fait, vous allez venir encore une fois entretenir et développer cette confiance en vous. Tout ça en ayant encore une fois des objectifs qui sont élevés pour mesurer les progrès et qui restent atteignables. Ce que je veux vous inviter à faire, je vous donne plein d'exercices, vous verrez si vous avez envie de les faire, mais c'est cette technique du Yes Day. Demain, après-demain, dans une semaine, je ne sais, essayez de vous dire, OK, à partir d'aujourd'hui, aujourd'hui, je dis oui à tout. Je dis oui à tout ce qui se propose à moi. Il n'y a pas de non, je ne peux pas, je verrai, je ne sais. Oui, vous dites oui et vous aviserez après. Et vous allez voir effectivement dans quelle énergie ça va vous placer et qu'est-ce qui va en découler. L'autre chose également que je voulais partager avec vous, parce qu'en fait, c'est bien, je vous dis, d'oser, mais il faut être préparé au fait qu'il y aura peut-être des échecs, des choses qui ne vont pas se passer comme vous le voulez. Mais c'est encore une fois de changer un petit peu cette philosophie, de dire, OK, c'est un échec, donc j'arrête tout. Nelson Mandela disait, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et effectivement, en France, échouer, c'est plutôt mal perçu. On va être plutôt sur... Je vois Lies qui se coule la tête. On va plutôt voir ça comme une faiblesse, en fait. Alors qu'en fait, vous avez osé, vous aurez appris et vous allez peut-être faire différemment par la suite. Et il y a plein de grands hommes et grandes femmes qui ont réussi, mais avant, ça a été compliqué. Voilà, allez voir la bio de Rafael Nadal qui, avant d'être numéro 1 mondial, a perdu tous ses championnats jeune tennisman. Une J.K. Rowling qui a écrit Harry Potter, qui a d'abord essuyé je ne sais combien de refus au niveau des éditions, des maisons d'édition. Les autres compétences, effectivement, qui sont encore une fois associées à cette notion de confiance en soi, ça va être la réalisation de soi. Donc, c'est effectivement de faire un métier qui vous plaît par rapport à cette recherche de sens, de l'effectuer en sollicitant un maximum vos compétences et je dirais d'avoir un but. Ça, c'est très, très important. L'autre chose, c'est la réalisation de problèmes. Donc, ce n'est pas tant la solution que vous allez trouver, mais plutôt qu'est-ce que vous allez utiliser comme levier pour aller répondre en fait à cette problématique. La dernière chose, le sens des réalités, plus vous serez connecté effectivement sur le ici, maintenant, qu'est-ce qui se passe, quelle est ma réalité, où est-ce que j'en suis, plus vous allez venir déployer cette notion de confiance en vous. Donc, si je refais un tour effectivement des choses qui ont été partagées en route vers ce succès que je vous souhaite, en utilisant bien la pensée positive et la visualisation, l'effet Pygmalion, la posture, donc être bien entouré, avoir des objectifs SMART, oser et vivre l'échec comme une expérience. Et j'espère que ces clés, en fait, ça va vous aider à devenir un leader inspirant pour vous et pour les autres, parce que sachez que la réussite attire. Donc,
Il y a encore beaucoup d'autres compétences qui peuvent être associées à cette confiance en soi, au niveau de l'intelligence émotionnelle. Et je remercie beaucoup Forum Biotechno, l'IS. Belle réussite à vous et puis je passe la parole à mon confrère Laurent. Merci beaucoup. Et j'arrête le partage. Et il faut activer le son. Merci beaucoup, Laetitia. Donc, je vais prendre effectivement la main, la suite. Pas de questions a priori encore dans le chat. Partage de l'écran. C'est 30 secondes. C'est parti. Est-ce que ça fonctionne? Lies, est-ce que Pas encore, mais ça met que vous avez partagé l'écran, donc je pense que ça va arriver. C'est bon. OK, on va. Alors, voilà, moi, je ne vais pas dire en conclusion, je vais dire en début. Merci pour l'invitation. Merci à l'IS et puis d'être présent sur le forum. Je vais me présenter rapidement, même si certains d'entre vous qui ont assisté à l'atelier CV lundi ont déjà eu cette rapide présentation. Donc, je suis Laurent Machelin. Je suis le fondateur de RD2 Conseil, qui est un cabinet de recrutement spécialisé sur des profils de chercheurs, notamment de jeunes docteurs. Je ferai un petit focus à la fin sur les jeunes docteurs. Ça sort un peu des compétences, mais je pense que c'est important en tant que docteur, jeune chercheur, d'en avoir conscience. Donc, l'idée de cette création de ce cabinet de recrutement très spécifique, ciblé sur justement les doctorants, les docteurs, sur cette niche, c'est lié notamment au constat d'une méconnaissance des entreprises concernant les docteurs, pour une part, des docteurs aussi sur les entreprises, et aussi du constat quand les entreprises, notamment les petites, les PME, les startups, cherchent des docteurs, cherchent à recruter dans leurs équipes, notamment de R&D, des profils de docteurs, c'est compliqué pour celles même qui ont un réseau de trouver la bonne personne, la bonne compétence qui sera disponible et désireuse d'intégrer la structure. Du coup, l'idée du cabinet, c'est vraiment de faire le lien, et généralement, on se définit comme l'agence matrimoniale entre des projets, des besoins des entreprises et les compétences et les docteurs. Grosso modo, la façon dont on fonctionne, juste pour vous donner une vision, on part du besoin de l'entreprise. On n'est pas dans l'accompagnement des candidats, on est vraiment dans l'accompagnement des entreprises. Et dans ce sens-là, on se définit comme chasseur de tête. Et à partir du besoin qui sera exprimé, défini ensemble, on ira rechercher, identifier, présélectionner des candidats et le processus ira jusqu'à la phase de suivi d'intégration pour voir que tout se passe bien et que le mariage est un succès. Avant de rentrer sur la valorisation des compétences, en fait, je voulais peut-être parler de choses qui fâchent sur la partie méconnaissance. L'idée, c'est effectivement voilà, de se rendre compte, de prendre le recul en tant que docteur, doctorant, qu'un certain nombre d'entreprises, de chefs d'entreprise, de dirigeants, de managers ont encore une vision assez écornée du docteur. Alors, écornée, soit trop négative, soit parfois trop positive, mais en tout cas, il y a pas mal de préjugés, d'a priori. Du coup, ça me permet de faire le lien avec ce que disait Laetitia tout à l'heure. Elle parlait de l'effet Pygmalion. Et dans le schéma de l'effet Pygmalion, il y avait la croyance des autres sur nous. Et concernant les docteurs, c'est très important d'avoir finalement connaissance de la croyance que peuvent avoir les autres pour s'en rendre compte et avoir derrière, dans la valorisation des compétences, dans le discours compétences, les arguments et les contre-arguments pour casser finalement ces images et ces a priori. Là, je vais vous partager quelques images qui sont ce que moi, au quotidien, dans mon boulot de recruteur et dans les contacts qu'on a avec les entreprises, notamment les entreprises qu'on va approcher, auprès de qui on va essayer de sensibiliser l'intérêt de recruter des docteurs, on peut être parfois confronté. De manière générale, j'appelle ça la peur du docteur.
La peur du docteur, déjà, sur l'aspect recherche. On imagine le docteur voilà, issu d'un laboratoire très orienté théorique, très en recherche fondamentale, alors que l'entreprise, elle, finalement, est dans le concret, dans l'opérationnel, et grosso modo, dit la phrase qui revient souvent sous le ton de l'humour, mais c'est un humour, voilà, un humour jaune, si je peux dire, c'est nous n'avons pas besoin de chercheurs, on a besoin de trouveurs. L'autre point, c'est aussi, et là, c'est aussi lié finalement à la présentation, à la communication, et donc à la valorisation des compétences des docteurs, c'est le CV. On ne comprend pas le CV, les compétences sont trop spécifiques, parfois trop pointues. La façon dont est rédigé le CV est assez compliquée. Lorsqu'on attend un CV d'une page, 2 pages, avec des résultats, des missions, des compétences très claires, le CV qu'on reçoit sous le format académique avec les 10 pages et 8 pages de publication, ça fait peur. Clairement, ça fait peur. Également, l'autre point, quand on parle du docteur, et c'est le terme aussi qu'on reprend, le bac+8. En fait, bac+8, ça fait vraiment l'étudiant qui a fait 8 ans d'études, 8 ans de formation. On se pose à un moment la question de se dire s'il est resté si longtemps hors du marché de l'emploi, est-ce que ce n'est pas finalement parce qu'il n'y a pas une réelle envie et on a peur que ce soit quelqu'un finalement qui soit pas encore une fois, dans l'opérationnel. Enfin, cette image, voilà, là, la photo, l'image, le dessin, vous voyez un peu le géo trouve tout, le professeur Nabus, celui qui est dans son monde, celui qui voilà, qui saura pas s'intégrer en termes de management, en termes d'intégration, de sociabilité avec les autres, où il y aura des difficultés dans le respect des délais, des respect des contraintes, respect des résultats. Et finalement, se dire, quelqu'un voilà, qui a travaillé 3 ans tout seul dans son coin, un peu ras de laboratoire, ça aussi, ça fait peur. Et je parlais aussi, on peut aussi avoir des croyances et des préjugés qui finalement desserviront parce qu'ils seront trop positifs. Déjà en se disant, un docteur, ça va me coûter trop cher, ce n'est pas fait pour moi, c'est quelqu'un vraiment de très compétent, de très expert, et finalement, je ne vais pas avoir le budget, ça va me coûter trop cher en termes de salaire. Une autre image que j'ai aussi, c'est les chefs d'entreprise, notamment des petites entreprises qui ont des projets de R&D, qui ont des projets d'innovation, mais qui se disent « Ah, mais moi, le docteur, il va s'ennuyer chez moi par rapport à ce qu'il a l'habitude de traiter, les projets, etc., la complexité. Nous, on est finalement pas assez bien pour lui. » Et ça dessert aussi. Donc, toute cette peur, toutes ces expressions, toutes ces phrases sont issues justement de la réalité de terrain. Et il faut en avoir conscience. Voilà, il ne faut pas en avoir peur de votre côté, mais il faut avoir conscience que certaines personnes peuvent penser comme ça et derrière de pouvoir avoir les arguments. Du côté des docteurs, il y a aussi une certaine forme de méconnaissance, aussi liée au parcours. C'est vrai qu'il y a pas mal de docteurs, alors sauf cas particulier de profils ingénieurs qui auraient fait des stages ou de tests chiffres, mais je le vois souvent, notamment dans les sciences de la vie, sciences de la santé, où un docteur potentiellement n'a jamais eu à mettre un pied dans une entreprise ou dans le secteur privé. L'autre aspect que j'ai déjà mentionné, c'est la communication orale ou communication écrite, la présentation du CV, la façon dont on se présente, ou finalement, parfois, pendant des entretiens de recrutement, on a l'impression d'être une soutenance de thèse bis. Ce n'est pas l'objectif, il faut en avoir conscience aussi. Et donc, finalement, une fois qu'on a conscience de ces croyances, comme disait Laetitia, comment prendre conscience de ses compétences, de vos compétences en tant que docteur. Et là, je vais vous partager 3 slides qui sont celles, moi, que j'utilise justement dans le cadre de ma sensibilisation, de la valorisation des docteurs, pour montrer qu'un docteur peut répondre tout à fait aux besoins de l'entreprise et du chef d'entreprise. Et là, on reprend finalement un peu le triptyque savoir, savoir-faire, savoir-être. Le savoir, bien évidemment, c'est le plus simple. Un docteur qui a suivi une formation, une expertise, formation par la recherche, dispose d'un savoir et d'une expertise importante. C'est un spécialiste de la recherche et développement.
Après, ce qu'on a tendance à oublier, ce que les recruteurs ont tendance à oublier, c'est qu'ils voient le docteur uniquement par le prisme de la thèse. Alors que moi, j'essaie de montrer aussi qu'il y a une vie avant la thèse, que le docteur déjà dispose de compétences généralistes, une formation généraliste, alors plus ou moins dans un domaine d'activité, mais voilà, le sujet de thèse ne constitue pas l'intégralité des connaissances et du savoir du docteur. Après, il y a une couche d'expertise. Après, le docteur a eu l'occasion de travailler sur le long terme, sur un projet, et à développer des compétences et des connaissances scientifiques et techniques supplémentaires. Sur le savoir-faire, la thèse est une expérience professionnelle. Voilà, je ne sais pas si tout le monde en est conscient, mais aujourd'hui, un docteur, généralement, est financé. C'est une expérience dans un laboratoire sur un projet de recherche avec des objectifs et une finalité sur un temps qui est déterminé, voilà, qui généralement sera de 3 ans. Et durant cette expérience professionnelle, il y a eu la possibilité pour un docteur, un doctorant, de développer des compétences transversales qui sont hyper intéressantes et qui peuvent fortement être valorisées auprès d'une entreprise. La méthodologie scientifique, la méthodologie de recherche, savoir creuser, savoir ouvrir des portes, les refermer, la gestion de projets, la gestion de problématiques complexes. Alors, je disais, il faut faire attention avec le terme gestion de projet. Mener un projet, comme mener un projet de thèse, n'est pas faire de la gestion de projet. Au sens de l'entreprise, la gestion de projet, ça recoupe aussi d'autres problématiques de management de ressources financières, management de ressources humaines, d'utilisation d'outils de gestion de projet, etc. Mais malgré tout, il y a quand même cet aspect d'être capable de mener des projets et d'entrer dans des projets complexes. La veille scientifique, la bibliographie, l'état de l'art, c'est des choses qui sont très importantes, hyper importantes pour des entreprises qui souvent, justement, c'est un peu leur lacune. Et c'est là où un docteur aura toute sa place d'être capable, justement, d'avoir cette veille et cette ouverture d'esprit. Ensuite, ça, c'est un point important, on a tendance à l'oublier, la connaissance, la pratique d'outils spécifiques, d'outils informatiques. Voilà, aujourd'hui, des docteurs qui me parlent comme quoi ils ont utilisé des outils, du matériel de microscope électronique à balayage, de cytométrie en flux. C'est des choses, finalement, dans les laboratoires, c'est du matériel qui est assez commun, qui est utilisé, y compris par les doctorants, et du matériel que, généralement, les petites entreprises ne peuvent même pas imaginer se payer ou utiliser. Et d'avoir quelqu'un qui arrive dans l'entreprise, qui connaît déjà la manipulation de ce matériel, de ces outils, est vraiment une force et une chance potentiellement pour l'entreprise. Et enfin, la capacité de communication. Voilà, le docteur, moi, ce que je dis, le doctorant, ce n'est pas quelqu'un qui a travaillé pendant 3 ans dans son bureau sans voir personne. Au contraire, il y a justement cette relation avec un réseau international, la participation des congrès, les discussions avec les collègues du laboratoire, les collaborations parfois avec d'autres labos. Donc, il y a une vraie capacité d'ouverture, d'échange, y compris à l'international. Et enfin, en termes de savoir-être, et là, on reprend un peu les soft skills dont parlait Laetitia, qui sont également hyper importantes à valoriser, c'est mener un projet de thèse jusqu'au bout. Ça requiert quand même un sacré courage, de la détermination, de la créativité, de la curiosité, une volonté continue d'apprendre à se former. Et cette capacité d'apprentissage, c'est aussi ce qui fera évoluer le docteur dans l'entreprise. J'allais dire, d'une certaine façon, quand on recrute un docteur, parfois, il sera peut-être recruté sur son savoir et son savoir-faire, et son évolution sera liée à son savoir-être. Capacité de conviction, d'argumentation, de négociation, quand il s'agit de négocier un financement avec son directeur de thèse ou d'argumenter pour convaincre les encadrants de thèse que votre voie est la bonne, ce n'est pas toujours très simple. Et donc, finalement, ça requiert quand même une bonne dose de motivation, de détermination et donc de la passion pour l'innovation. Et ça, finalement, c'est ce que cherchent les entreprises. Quelqu'un de déterminé, de motivé, de passionné, pour qui le projet sera important, au-delà peut-être juste d'un salaire ou d'une rémunération. Ça, c'est une petite slide que j'ai
que j'ai rajouté pendant l'intervention de Laetitia, parce que je trouvais que c'était intéressant de le mentionner. Euh, les compétences, voilà, là, il y a X compétences, on va en reparler. Je vais vous donner quelques outils d'identification et de moyens de faire une espèce de bilan de compétences. Mais quand on parle de compétences, ce que j'aime bien mentionner, c'est que la compétence doit être mise en situation. Il faut prendre le recul, identifier vos compétences et dans quelle situation, en gros, la preuve par l'exemple, dans quelle situation vous avez su développer tel ou tel type de compétences, que ce soit des compétences techniques, des compétences transversales ou même du savoir-être. La créativité, on ne dit pas « je suis créatif ». On dit « j'ai été créatif dans telle ou telle situation, j'ai su apporter telle idée ». Pareil, force de proposition, pareil pour la communication. On ne dit pas « je suis communicant ». Voilà, donner des exemples. Et ça m'a fait penser justement la compétence en situation, c'est aussi être capable de projeter vos compétences dans le besoin de l'entreprise. Et pour connaître le besoin de l'entreprise, pour casser aussi le préjugé ou la méconnaissance que vous pouvez avoir, rien de mieux que le réseau. Et donc finalement, de vous entourer des bonnes personnes. Et vous entourer des bonnes personnes, aller à la rencontre des personnes, les gens adorent parler d'eux, adorent parler de ce qu'ils font, de leurs projets. Si vous n'y allez pas dans une démarche de recherche d'emploi en étant mort de faim, je pense qu'il y a vraiment moyen là finalement de monter en confiance, d'acquérir cette confiance en soi, parce que vous allez finalement acquérir, pas acquérir, mais voilà, prendre de l'information et savoir beaucoup mieux expliquer votre profil, votre parcours par rapport à des attendus. Quelques outils rapides pour justement vous aider, vous accompagner dans la détermination, la définition et la verbalisation, si je peux dire, des compétences. Un outil que j'aime bien, que vous connaissez peut-être ou pas, que vous utilisez peut-être ou pas, c'est DocPro. C'est un outil qui a été réalisé en collaboration entre la BG et le MEDEF, spécifiquement destiné aux docteurs. Il s'appelle ça le profil professionnel des docteurs, et qui effectivement va vous permettre d'aller identifier et d'une certaine façon scorer, noter un certain nombre de compétences. Donc l'idée, ce n'est pas de remplir tous les domaines de compétences, mais par contre d'aller justement identifier celles qui sont un peu vos domaines spécifiques et votre valeur ajoutée. Un autre point sur les compétences, pour vous aider aussi à mûrir, à maturer, à identifier des compétences qui pourraient être les vôtres, c'est le RNCP, Répertoire national des certifications professionnelles. Étonnamment, le doctorat n'y était pas inscrit pendant très longtemps, et en 2019, le doctorat a été inscrit dans ce répertoire, qui est un répertoire validé par le ministère du Travail et qui permet finalement pour tous les docteurs d'avoir un socle commun de compétences. Et ce RNCP va notamment mentionner 6 blocs de compétences qui sera transversal et qui va mettre en avant les compétences techniques. C'est le bloc 1. Et ce qui est important de voir, c'est qu'en fait, sur les 6 blocs, il y en a 5 qui sont des compétences plus transversales, des compétences de soft skills sur la gestion de projet, sur de la veille scientifique, sur du management, du leadership, ce genre de choses. Donc, je vous invite vraiment finalement à aller voir DocPro qui vous donnera des idées, à aller voir le RNCP qui vous donnera des idées et à partir de là, de travailler sur ces compétences. Tout ça pour dire qu'il y a vraiment des intérêts communs, que vous pouvez valoriser ces compétences et que finalement, le fait d'être docteur dans une entreprise, vous avez toute votre place. Toute votre place déjà pour… voilà, je prends quelques points qui me semblent finalement ceux qu'on oublie et qui sont très intéressants. C'est le moteur de l'innovation collaborative. Aujourd'hui, on parle beaucoup de partenariat, de collaboration entre le public et le privé. Le docteur, c'est quelqu'un qui sait faire le lien entre les deux mondes, qui connaît le fonctionnement du monde académique et qui va rentrer dans le monde du privé pour justement faire communiquer, parler et peut-être traduire le langage des deux mondes. L'autre point, c'est qu'il faut considérer que même si en France, il n'y a pas forcément une bonne image, à l'étranger, ce n'est pas le cas. À l'étranger, avoir un PhD dans son équipe, c'est vraiment un signe fort de crédibilité scientifique et de crédibilité en termes de R&D. Je parlais de la compétence en veille technologique.
Il y a moyen, justement, en apportant cette méthodologie, en apportant cette capacité de réaliser l'état de l'art, d'être ouvert sur les axes de veille, à la fois sur les publications, les articles, les journaux académiques. C'est vraiment une force que vous pouvez apporter à une entreprise. Et enfin, voilà, comme je vous disais, vous pouvez peut-être être recruté sur du savoir, du savoir-faire, le savoir-être du docteur, tout ce qui a été développé pendant la thèse permettra d'évoluer. Et moi, dans les recrutements, je vois qu'il y en a certains des docteurs qui sont recrutés en tant qu'ingénieurs R&D évoluent très, très rapidement, parfois au bout de quelques semaines, sur des postes à responsabilité, d'encadrement et de prendre finalement parfois le rôle de directeur technique, de référent scientifique ou de manager R&D. Un dernier point, je voulais même, voilà, ne pas terminer la présentation sans parler du focus, sans parler du dispositif Jeune Docteur. Jeune Docteur, c'est un dispositif qui incite les entreprises à recruter des docteurs qui n'ont pas eu de CDI. C'est dans le cadre du crédit d'impôt recherche. Il n'y a pas beaucoup de critères. En gros, il faut déjà que ce candidat soit diplômé. On parle de quelqu'un qui est titulaire de sa thèse de doctorat, qui n'a pas eu de CDI ou de contrat permanent après la thèse, et bien, enfin voilà, que le personnel de la R&D ne doit pas être en baisse, ça c'est plus lié à l'entreprise, et enfin que les projets sur lesquels le docteur travaille soient éligibles au crédit d'impôt recherche, donc soit des projets de R&D. À partir de là, il y aura un financement par le crédit d'impôt recherche pendant 2 ans du salaire du docteur. C'est un argument. Voilà, vous pouvez valoriser vos compétences, montrer que vous êtes la bonne personne finalement pour le poste, d'un point de vue scientifique, d'un point de vue technique, d'un point de vue humain. Et l'argument, j'allais dire, massu derrière fait que le crédit d'impôt recherche permet de financer l'intégralité du salaire pendant 2 ans, voire même plus. En conclusion, voilà, le process de recrutement, c'est une offre de service et on va reboucler avec l'aspect confiance. Déjà, c'est un face-à-face dans la candidature, dans le CV ou autre. Le discours compétences du docteur, ce n'est pas dire les compétences en absolu, mais c'est vraiment montrer vos compétences par rapport à un poste donné. La compréhension du recruteur, c'est voilà, comment la personne en face de vous, que ce soit lors de l'entretien, lors de la lecture de la lettre de motivation, de la lecture du CV, va comprendre votre profil. Et ça se travaille. C'est justement, mettez-vous à la place de la personne qui va lire votre profil et demandez-vous ce qu'il ou elle va rechercher. Pour ça, il faut répondre à ses besoins. Le docteur aura besoin d'être rassuré, il aura besoin d'être mis en confiance. C'est important que vous ayez confiance en vous. C'est important que la personne, le recruteur à qui vous vous adressez, ait confiance en vous aussi. Parce que derrière, il va falloir qu'ils prennent le risque du recrutement. Recruter, c'est un risque, notamment en R&D. C'est un risque humain. Si jamais la personne ne convient pas ou s'entend pas avec les collègues, ça peut poser problème. C'est un risque financier. Du coup, le dispositif Jeune Docteur permet de diminuer ce risque. C'est un risque au niveau de l'entreprise, de la formation, etc. Donc, tout ça, la confiance en vous, la valorisation des compétences et le fait de comprendre les besoins du recruteur vont lui faire prendre le risque de vous recruter et de considérer que vous êtes la bonne personne. Merci beaucoup. J'espère avoir tenu le temps. Il nous reste voilà, quelques minutes pour répondre éventuellement aux questions. Et puis voilà, merci encore. Super, merci à tous les deux. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez les poster sur le chat. Peut-être le temps de vous laisser rédiger les questions pour ceux qui en ont. Je vais peut-être en poser une. Laetitia, vous avez mentionné justement l'échec, entre guillemets. Du coup, ma question portait à tous les deux. Du coup, comment valoriser ce qui peut être considéré comme un échec? Comment en parler, et que ce soit dans la vie privée ou alors dans une situation professionnelle? Comment faire pour tourner ça comme quelque chose de positif? J'imagine qu'il faut avoir confiance en soi également en amont et vraiment changer ça. Parce que vous avez mentionné qu'en France, on a justement encore cette peur de l'échec. Comment valoriser ça et comment faire un peu changer les mentalités autour de ça? J'y vais si vous voulez, Laurent. Oui, bien sûr, bien sûr. Déjà, l'idée, c'est d'être aligné par rapport à ça et de le reconnaître, de ne pas être dans le déni. C'est la première étape. Voilà, se dire, OK, j'ai tenté, ça n'a pas fonctionné,
Et c'est le travail qui est derrière qui est important. Parce que j'ai tenté, ça n'a pas fonctionné, je n'en parle pas, je tourne la page, je mets un petit mouchoir dessus. On est d'accord que là, les vertus de l'échec, elles n'y sont pas. Par contre, se rendre compte qu'effectivement, on s'est trompé, voilà, qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme on le souhaitait, le faire, le vivre comme une expérience. Et c'est encore une fois ce côté, j'ai envie de dire, la vision de la vie entre le verre à moitié plein et le verre à moitié vide, mais de se dire, OK, ça n'a pas fonctionné. Et surtout, tout le processus qui va derrière, qu'est-ce que j'ai mis en place pour pas que ça m'arrive à nouveau? Et à partir de là, vous avez fait votre expérience. Votre échec est devenu finalement une solution, puisque vous avez eu cette réflexion de vous dire, je suis en accord avec ça, je reconnais mon erreur, et qu'est-ce que j'ai fait de différent pour mon approche candidature, pour mon entretien d'embauche, voilà. À quoi ça m'aura servi en fait? Et plus les choses vont faire que vous allez les utiliser, plus en fait ça va venir vous enrichir. Et donc là, on va pouvoir parler effectivement des vertus de l'échec. Si vous voulez compléter. Ouais. Alors en fait, dans les processus de recrutement, il y a quelques codes. Voilà, on va demander les qualités, les défauts. Voilà, les défauts, on sait très bien que ce sera des qualités déguisées. On va essayer d'investiguer sur les réalisations, bien évidemment, les succès, les résultats, le positif. Et moi, je ne le fais pas particulièrement, mais je sais qu'il y a des recruteurs qui vont demander des expériences d'échec. Et c'est là où c'est intéressant. Enfin, voilà, ça commence à rentrer dans la norme et la discussion. Et cet aspect d'échec, il ne faut pas d'un seul coup, enfin, là, je reprends ce que disait Laetitia à un moment donné, de se redresser d'un centimètre, etc. Quand on parle de la réalisation et de prendre le mode de fonctionnement Wonder Woman ou Superman, et quand on va vous poser la question d'échec, voilà, souvent on voit que ça touche des points sensibles et on sent les candidats qui d'un seul coup abaissent les épaules, voilà, baissent les yeux en disant les échecs, oui, effectivement, et voilà, ils vont commencer à parler comme ça. Donc, au contraire, quand on vous pose la question sur l'échec, il y a un vrai enjeu parce que quelqu'un qui n'a jamais connu d'échec, ça peut être compliqué. Dans une entreprise, il y aura des échecs. Il y aura des échecs, soit parce que ça ne fonctionnera pas, soit parce qu'à un moment donné, l'entreprise pivote et finalement, le projet sur lequel vous étiez pendant un an, on l'abandonne. C'est une forme d'échec. Et finalement, le recruteur dans une entreprise aura tendance à vouloir aller chercher cette capacité de rebond, voir comment la personne en situation d'échec réagit. Est-ce qu'il y a de la résilience? Est-ce qu'il y a une acceptation de la frustration? Est-ce qu'il y a une capacité de rebond? Comment ça a été mis en place? Comment ça a été digéré? Et si finalement on voit qu'on a quelqu'un qui, face à l'échec ou à des difficultés, ça fait un petit peu, ça fait s'interroger. Donc finalement, voilà, il faut faire de l'échec une force. Je sais que c'est compliqué, mais c'est justement ça dans la phase de recherche d'emploi ou de processus de recrutement. Il faut vraiment s'interroger et mettre noir sur blanc et penser aux choses positives, les résultats, les réalisations, penser aux choses négatives. Et ce qui est intéressant dans la thèse, c'est qu'il y a souvent des situations d'échec. Il y a souvent des situations où ça ne fonctionne pas, où le travail qu'on fait depuis 6 mois, on se rend compte que finalement, c'est une dead end, enfin voilà, que ça n'aboutira pas, et il faut tout reprendre. Et ça, finalement, la thèse et l'activité de thèse permet de travailler et de communiquer sur des échecs. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. j'aurais Ah, pardon. Pardon. Je vous laisse la priorité si vous voulez. Allez-y. Ok, ça marche, merci. En fait, moi, je suis doctorante en 3e année. Donc, d'ici pas longtemps, je vais devoir chercher un boulot. Et en fait, je ne voudrais pas faire de la recherche. Je voudrais plutôt aller dans les privés. Et du coup, par contre, je ne sais pas comment je vais faire pour valoriser mes compétences dans les privés puisque je n'ai jamais travaillé dans les entreprises, par exemple.
Donc, j'aurais plutôt besoin de conseils là-dessus. Comment valoriser ces compétences dans les entreprises quand on n'a pas été? Comment savoir ce qu'ils recherchent exactement? Identifier les besoins, comme vous avez dit. J'y vais. Oui. Ouais, moi, ce que je vous invite, Madia, à faire, alors, les compétences, même si vous avez travaillé dans l'académique, les compétences, vous en avez, et des compétences intéressantes pour une entreprise, vous en avez. Voilà, soyez-en assurés. Et je regrette finalement que mon discours n'ait pas permis que vous le perceviez mieux que ça. Après, moi, ce que je trouve toujours intéressant, justement, en plus quand on est en fin de thèse, qu'on a peut-être un petit peu de temps avant la recherche d'emploi active et officielle, c'est justement peut-être d'aller s'entourer et d'aller faire de ce qu'on appelle le réseau, mais le réseau étant vraiment de la prise d'information. C'est essayer d'aller identifier des entreprises qui ont des postes ou des activités qui sont intéressantes pour vous et d'aller chercher peut-être sur LinkedIn, peut-être par rapport au lien que peut avoir votre laboratoire avec des entreprises et finalement contacter des personnes, oser, comme disait Laetitia. J'avais noté, quoi, il faut sortir de sa zone de confort, il faut oser. Le réseau, c'est ça, c'est sortir de sa zone de confort, oser aller vers les gens en disant bah, je vais être prochainement diplômé, le secteur privé m'intéresse, mais je ne sais pas du tout ce qui est demandé, ce qui est attendu, est-ce que je peux apporter, est-ce qu'on peut en discuter. Et finalement, dans ces discussions, ça vous donnera déjà, vous, une meilleure visibilité par rapport à l'entreprise, une meilleure vision aussi de ce qui est recherché et comment vous allez pouvoir l'expliquer et le verbaliser dans votre processus de recrutement. Ok, ça marche. Merci beaucoup. J'avais une autre question à propos de DocPro. En fait, il faut s'inscrire et c'est un site qui va nous permettre de... Enfin, j'ai pas bien compris en fait. En fait, c'est un site, effectivement, c'est ouvert à tous. C'est plus spécifiquement dédié aux docteurs et aux doctorants. Et en fait, c'est une forme de portfolio de compétences, de bilan de compétences qui reprend, alors je pense qu'il y a 24 compétences qui ont été identifiées comme celles les plus généralement distribuées chez les docteurs. Et justement, ça vous permet de vous créer une espèce de portefeuille de compétences où vous pouvez aller noter quelles sont vos compétences, à quel niveau est-ce que vous avez développé ces compétences, est-ce que c'est un niveau expert, est-ce que c'est un niveau débutant, et qui vous permet d'aller mettre des commentaires pour aller peut-être identifier dans quel cadre, dans quelle situation, dans quel contexte vous avez mis en œuvre telle ou telle compétence. Voilà. Et ça vous permet justement d'avoir quelque chose de formalisé qui vous permet de réfléchir sur vos compétences et sur la façon dont vous les avez activées. Ah, ok, ça marche. Merci beaucoup. J'aurais une question pour vous, Laurent. Enfin, j'en ai même plusieurs, du coup. On peut lire dans la presse généraliste aussi spécialisée qu'il y a une tendance vers une meilleure reconnaissance du coup du doctorat au sein des entreprises, donc du privé. Est-ce que vous, dans votre cabinet de conseil de recrutement, c'est quelque chose que que vous constatez sur le terrain concrètement? Alors, je ne sais pas si je vais parler de meilleure reconnaissance. En tout cas, je vois que les mentalités changent. J'interviens aussi auprès d'universités ou autres et je vois que les écoles doctorales, les universités essayent de sensibiliser aussi les docteurs, doctorants, mais aussi les directeurs de thèse. Voilà, je veux dire, c'est ancré quand même culturellement et la faute n'est pas uniquement du côté des docteurs, mais parfois aussi des encadrants qui ont une vision un peu pas très bonne du secteur privé, on va dire. Mais effectivement, moi, je constate qu'il y a de l'évolution des mentalités de l'académie, des écoles, des formations doctorales pour essayer de créer le lien et du coup aussi des entreprises par rapport aux docteurs. Après, il y a toujours le sacro-saint diplôme d'ingénieur et les alumni, etc., qui fait que quand on cherche un ingénieur R&D, comme le nom l'indique, c'est ingénieur, c'est ingénieur. Mais par contre, les docteurs commencent à prendre leur place. Et comme je vous disais, voilà, des entreprises qui vont recruter des docteurs vont être capables de les faire évoluer
et ouais, de valoriser leurs compétences. Il n'y a pas qu'au docteur à valoriser les compétences. Les entreprises sont aussi capables de le faire une fois que le docteur a intégré. Merci. Et Et, du coup, vous y avez compris commencé à les la... petites. Enfin, voilà, nous, on est quand même très spécialisés petites, parce qu'à voilà, à un moment donné, on pensait que les docteurs étaient uniquement pour les grands groupes qui avaient potentiellement un fonctionnement laboratoire bis. Nous, RD2, on est vraiment spécialisés sur les TPE, les PME, les startups, et on voit que les docteurs ont aussi toute leur place dans ces entreprises à taille humaine. Et du coup, comme vous l'abordez, vous aviez expliqué que donc c'est les entreprises qui vous font part de leurs besoins et vous qui faites le relais vers des profils. Du coup, au niveau des docteurs, en fait, comment ça se passe? C'est eux qui vous contactent, qui vous envoient leur CV, ce genre de choses, et vous constituez une base de données et ensuite vous piochez dedans? Alors, oui et non. On est mandaté par l'entreprise, on doit trouver des candidats. Donc forcément, les candidats qu'on a à disposition parce qu'on dispose de leur CV, parce qu'il y a eu candidature spontanée ou réponse à annonce, forcément, on va aller piocher dans la base. Après, voilà, quand on reçoit des candidatures spontanées, on ne peut malheureusement pas répondre à tous les candidats parce que parfois, ça ne correspond pas aux besoins ou on n'a pas de poste ouvert ou autre. Mais par contre, voilà, on se constitue effectivement cette base de CV où on sait que ce sont des potentiels candidats ouverts en recherche d'emploi. Après, l'autre démarche qui est aussi, qui représente quand même la majeure partie de notre activité, c'est d'aller identifier des potentiels candidats et d'approcher des potentiels candidats. Par rapport à ça, on va aller fouiller les réseaux sociaux, type LinkedIn. Donc, je vous invite à faire, voilà, à avoir des profils LinkedIn qui soient hyper bien référencés ou en tout cas qui soient hyper bien complétés. On va aller sur les bases type job board, type APEC, APG, cadre emploi. Donc, allez, soyez visible, mettez votre CV partout, partout, partout. En plus, c'est gratuit quand on est candidat, parce que nous, on va justement aller chercher sur ces bases. Et puis après, on va aussi avoir, du fait de la spécificité de notre démarche, et que finalement, que les docteurs sont assez peu visibles sur ces bases-là, on va aller chercher sur les sites de laboratoire, dans les annuaires, les personnes qui sont en postdoc, identifier les publications, identifier les thèses soutenues, à soutenir, etc. Et prendre contact à partir de, on va dire, de la vision qu'on aura du domaine d'activité du docteur à partir de sa thèse. Ok. Merci. Y a-t-il une dernière question peut-être pour finir? Alors, j'ai Diane Lebert. Tu peux activer ton micro, Diane? Oui, vous m'entendez? Oui, absolument. J'avais une petite question en fait. Vous parliez des fois, oui, entre le privé et le public, on a peur. Mais quand on est doctorant ou la majorité des entreprises ne considèrent pas notre thèse comme une expérience professionnelle, comment on peut se vendre pour, par exemple, je parle de négociation salariale, par exemple, pour nous, c'est hyper compliqué quand on vient du public. Comment on peut essayer d'amener ça en douceur en fait? Laetitia, je vous laisse la main parce qu'il y a une partie de confiance en soi et d'intelligence émotionnelle qui joue là-dedans, justement. C'est ça. C'est ça. Alors déjà, c'est effectivement, au-delà du fait des compétences transférables entre ce côté académique et puis ce privé, c'est de bien être en confiance sur ce que vous avez fait et une activité professionnelle, comme Laurent l'a dit, en fait, au niveau des années de thèse que vous avez exercées. Après, si vous cherchez à vous vendre, ça peut être compliqué. Parce que c'est pas inné la vente. Ce qui est pas mal, c'est d'être attractif. Et donc, c'est se rendre attractif, justement. C'est une autre approche. Du coup, en général, ça vient pas froisser on va dire, les susceptibilité des uns et des autres. Et c'est de mettre en avant déjà tout ce que vous savez faire sur la base de l'offre, effectivement, de l'offre d'emploi et au-delà. Parce que vous savez faire bien plus encore. Et c'est vraiment ça, en fait. Dans ce côté, j'ai déjà fait ça, mais je sais faire encore bien plus. Et plus vous allez être en capacité d'être en confiance et de savoir exposer vos connaissances par rapport à votre expertise. Encore une fois, ce n'est pas juste je suis communicante, mais c'est je suis communicante parce que j'ai mené telle étude et ainsi de suite. Plus vous allez être en capacité de faire ça, plus en fait vous allez créer l'envie.
vous allez susciter l'intérêt. Et donc, si vous êtes le fameux mouton à 5 pattes que tous les recruteurs recherchent, le salaire sera effectivement à la hauteur de vos attentes. Après, Ok, super, merci beaucoup. juste un complément, la prise d'information est aussi importante. Ben voilà, grosso modo, il ne s'agit pas de dire ah ben, je connais quelqu'un qui était dans mon laboratoire et qui a été recruté à 55 000 euros, et du coup, c'est le salaire que je demande. En fait, voilà, il y a un marché, et justement, ben, je reviens à cette prise d'information au réseau. Dans ce cadre-là, ça peut être intéressant de se renseigner sur les rémunérations voilà, dont disposent les jeunes ingénieurs, les jeunes docteurs, les personnes dans tel ou tel domaine d'activité. Voilà, faites-vous votre grille salariale aussi. Et moi, généralement, j'ai des docteurs qui me disent, bah, voilà, je suis allé me renseigner, j'ai pris contact avec d'anciens collègues du laboratoire, j'ai pris contact avec des personnes, et finalement, ma fourchette de rémunération, je l'estime entre temps et temps. Voilà. Déjà, ne donnez pas un chiffre, donnez une fourchette, sachant que si vous donnez une fourchette, il faut être confortable aussi avec le fait que si on vous donne la fourchette basse, vous acceptez, quoi. Oui, Très bien bien. sûr, c'est vrai que c'est des notions qu'on n'a pas forcément. Merci beaucoup. Ouais. Merci à tous. Merci Laetitia, merci Laurent. Très, très belle présentation. Merci aux participants d'avoir été au rendez-vous. Et puis, si jamais vous souhaitez plus d'informations, il y a le site internet avec les contacts des intervenants. On mettra le replay pour l'entourage, si vous avez de l'entourage qui souhaite justement revoir la conférence, sur le site internet après le forum. Merci à tous. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup. Belle Merci, continuation à Elias. tous. Merci. Au revoir Laetitia. Au revoir à tous. Au revoir.